Presse Internationale ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. Bonjour à chacun et à tous et merci de nous rejoindre sur Diaspora FM pour le journal dont voici le sommaire. Célébration ce jour de la journée internationale de la liberté de la presse sous le thème l'information comme un bien public. Dans cette édition, vous suivrez le message du ministre de la Communication à l'occasion de cette journée. Déclaration de presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en Criette. Samedi 1er mai, Mario Elom Mettono a apporté des précisions sur la découverte d'une cargaison de munitions vendredi dans la commune de Manta et puis hors de chez nous au Tchad. Le conseil militaire a nommé son gouvernement de transition. L'annonce a été faite à la télévision d'État par le porte-parole de l'armée. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Je vous le disais tantôt, le monde entier célèbre ce 3 mai 2021 la journée internationale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette célébration, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, a délivré un message à l'endroit de la presse béninoise. Suivons ici un extrait de sa déclaration. L'occasion de cette importante journée initiée par l'UNESCO pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, je me fais, une fois encore, l'heureux devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un état de droit et de la démocratie chez nous au Bénin. Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021 et a positionné notre pays au 114e rang. Ce rang est un appel renouvelé lancé à notre pays à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me réjouir, cette année encore, de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons effectivement redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement, car le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. À cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement, dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir l'information comme bien public. Ce thème rappelle et remet en selle le rôle premier, la mission première et originelle du journalisme, à savoir mettre à la disposition du public des contenus vérifiés dans l'intérêt du public. Mieux, par ce thème, l'UNESCO appelle l'attention sur la façon dont le journaliste dépend de l'écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Il faut dire que dans le cadre de la célébration de cette journée internationale de la presse,
Sur l'émission Convainc-moi de Matin d'Éden de ce jour, l'invité de Loris Freddy Davor et de Laurent Tonenques, Vincent Folly, promoteur de la Nouvelle Tribune, a opiné sur le message du ministre de la Communication ainsi que sur la thématique de la journée, notamment de liberté de presse. Pour l'invité, la presse béninoise recule et cela n'honore point le Bénin. Voici un extrait de ses propos sur l'émission, bien évidemment, Convainc-moi de Matin d'Éden. Je voudrais simplement rappeler que la liberté de presse et le classement de Reporters sans frontières n'est pas un classement pour dire quel est le pays qui a les meilleurs journalistes, qui a les meilleurs médias. C'est un classement pour montrer quels sont les pays qui offrent le meilleur environnement pour la liberté de presse. C'est-à-dire, lorsque nous sommes 114e sur 180, ce n'est pas un rang honorable. Ça montre l'accord, c'est-à-dire l'environnement que nous créons pour les journalistes, et nous sommes le 114e pays sur 180. Je crois que ce n'est pas très honorable. Le ministre a dit qu'il prend acte, que le gouvernement prend acte du rang du classement de Reporters sans frontières. Mais prendre acte, c'est quoi? C'est offrir le meilleur environnement pour la célébration, pour la liberté de presse, pour le travail des journalistes. Il fut un temps où le Bénin était classé parmi les meilleurs pays d'Afrique. Le premier en Afrique, et c'était sous le président Mathieu Crékou, un militaire. Aujourd'hui, de la 25e place où nous étions, nous sommes maintenant 114e. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'information est un bien public? C'est le thème de l'UNESCO cette année. Est-ce que l'information aujourd'hui, fondamentalement, est un bien public au Bénin? Mais non, il ne l'est pas. L'information n'est pas un bien public au Bénin. Et le constat est clair. Regardez les dernières élections. Si le métier était fait normalement, nous avions toutes les conditions pour exercer ce métier. Tout le débat sur les bourrages d'urnes, les fraudes qu'on a constatées, ce ne serait pas fait sur les réseaux sociaux. Ce serait avec des constats de journalistes sur le terrain. La presse, l'information est un bien public parce que elle peut être vérifiée, elle est traitée avant d'être livrée. Et il faut permettre aux journalistes de livrer l'information. Clémence Tonoucoin, bonjour. Bonjour Loris Davor. C'est pas Loris Davor, mais c'est plutôt Peggy Ludovic Dagba. Le Bénin célèbre aujourd'hui 3 mai la 28e édition de la journée mondiale de la liberté de presse. Nous le disions tantôt, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM organise d'ailleurs dans ce cadre une journée porte ouverte pour marquer l'événement. Vous y êtes, dites-nous comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe réellement? Bien évidemment, Peggy Daga, nous sommes à l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, qui fête d'ailleurs aujourd'hui son 22e anniversaire d'existence. Alors l'institution a choisi de réfléchir autour du thème dégringolade du Bénin dans le classement de Reporters sans frontières, responsabilité des acteurs et approche de solutions. Il faut-il le rappeler, le Bénin est classé 114e au plan mondial. Alors, pour décortiquer ce sujet, il y avait un panel composé de Dickinson Eoumi, ancien président de l'ODEM, Joël Ataï-Guédégué, président de l'ONG Nouvelle Éthique, ancien membre de l'ODEM, Herbert Ouigo, ancien vice-président de l'UPMB, et Marie-Licha Maïdé, ancien conseiller à la RAC. Alors, il faut dire qu'il ressort des différentes interventions que les causes de cette dégringolade du Bénin sont, entre autres, les conditions d'exercice pas très réluisantes du métier, la méconnaissance de la loi par les professionnels des médias, le fait que la plume, le micro et la caméra soient devenus aujourd'hui des armes pour agresser et bien évidemment le cumul du métier de journaliste et celui de communicateur ou d'attaché de presse. Et pour solutionner le problème, quelques approches de solutions ont été données. Il s'agit du respect des tests tels qu'ils sont. Donc les journalistes sont invités à respecter les tests qui régissent le métier.
Ils ont également parlé de la création, de la nécessité de la création de syndicats pour défendre les intérêts de la presse. Et toujours comme approche de solution, les panélistes ont invité les journalistes à la compétence. Alors, Clémence Tonoucoin, dites-nous comment avez-vous vu les journalistes, la plupart qui sont venus assister à l'événement? Est-ce qu'ils étaient contents? Leur visage était-il réluisant? Est-ce que la presse était réellement au centre des débats? Oui, la presse y est, elle y est toujours d'ailleurs. Les débats se poursuivent en ce moment. Les journalistes présents n'ont pas tari de questions à l'endroit des panélistes pour mieux comprendre les responsabilités qui incombent à la presse dans ce classement-là. Alors, j'oubliais, il faut préciser qu'avant le panel, le secrétaire général de l'ODEM, Marcel Zoumenou, a lu une déclaration. Et dans cette déclaration, il a mis un accent particulier sur le rôle de la presse béninoise dans l'enracinement de la démocratie au Bénin et aussi sur le professionnalisme dont a fait montre la presse dans le processus électoral qui a conduit à l'organisation de l'élection présidentielle d'avril dernier. Merci à vous, Clémence Tonoucoin. Je rappelle, vous étiez en direct avec nous du siège de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, l'Observatoire qui organise aujourd'hui des journées portes ouvertes pour faire découvrir un peu son intérieur, son contenu et pourquoi pas à l'occasion. Il y a eu un panel organisé sur la reculade qu'a subi la presse béninoise dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Vous étiez en direct avec nous. Merci beaucoup. Café Média Plus, le rendez-vous hebdomadaire de causerie des journalistes du vendredi 30 avril dernier a reçu plusieurs invités. Les échanges ont porté sur la présidentielle du 11 avril dernier et sur justement la célébration ce jour de la Journée mondiale de la liberté de presse, édition 2021. Nous retrouvons encore une fois Clémence Tonoucoin qui y était. Voici le point qu'elle nous fait. Communication et stratégie au cours de la présidentielle de 2021. Les leçons est l'un des thèmes abordés au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des journalistes. Franck Kinivor, communicateur politique, expert en gouvernance locale, l'un des invités sur ce thème, estime que la présidentielle d'avril 2021 est une élection à trois visages. Dans un premier temps, les fruits de la réforme du système partisan, avec un candidat soutenu par des partis officiels, ça c'est le premier visage. Et ça c'est le duo Talon-Talata, bien entouré, bien soutenu. Deuxièmement, je vois deux autres duos de candidats qui sont plus ou moins en phase avec la réforme du système partisan, notamment les FCBE, qui ont eu des subventions de l'État, mais qui, sur le terrain, étaient seuls. Les deux candidats étaient seuls, sans les maires du parti, sans les élus du parti, et donc qui donnaient l'image d'un duo qui n'était pas accompagné, qui n'était pas entouré. Troisième visage, c'est une classe politique qui n'a pas pu remplir les conditions, qui n'a pas pu participer à cette élection et donc qui n'avait même pas pu s'exprimer de façon républicaine. Et ça, le symbole de ce visage-là, c'est les démocrates. Un autre thème abordé, célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021, l'information comme bien public dans l'écosystème béninois et africain. L'invité Gérard Kedegbe, expert en stratégie de développement des médias, donne la valeur de la denrée qu'est l'information. Lorsque vous avez de l'information, vous vous sentez plus averti et plus libre de décider, de penser
et aussi, pourquoi pas, d'intervenir lorsqu'on parle des questions qui vous préoccupent ou qui préoccupent, par exemple, des personnes qui préoccupent la cité. Deuxième chose, je pense que l'information nous permet aussi d'être résilients. La troisième chose que je pense que l'information fait, l'information nous aide à avoir de nouvelles idées pour innover. Et le but de l'innovation, c'est pour un bien-être. Donc, quand nous sommes bien informés, nous avons la possibilité de nous défendre, la possibilité d'innover et la possibilité aussi, pourquoi pas, d'être résilient par rapport aux situations que nous avons. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 7 mai prochain pour d'autres thématiques. Autre couloir de l'actualité, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a fait une déclaration de presse samedi 1er mai devant les professionnels des médias. Mario Metonou a apporté des précisions sur la découverte d'une cargaison de munitions vendredi dernier suite à un accident de circulation survenu à hauteur du village de Agmon, arrondissement d'Atokolibé, commune de Bantachou. Ici en extra de sa déclaration. Hier, vendredi 30 avril 2021, aux environs de 5 heures du matin, le commissariat de Gouka a été saisi d'un accident mortel de la circulation qui s'est produit à hauteur du village Agmon, dans l'arrondissement d'Atokolibé, commune de Banté. Les premières constatations ont permis de relever que l'accident s'est produit entre un minibus de marque Mazda, immatriculé BH 0337RB de couleur rouge, et un bus de marque Renault appartenant à la compagnie coopérative Transport Voyageurs, en abrégé CTV, immatriculé BH 1479RB, sur la route nationale inter-État numéro 3, tronçon Savalou-Banté. Venant de Gouka, le minibus qui roulait certainement à très vive allure en direction de Banté est entré en collision frontale avec le bus qui était en stationnement au bord de la voie. Des quatre occupants du minibus, 2 sont décédés sur le champ et un troisième, le conducteur, a succombé à ses blessures quelques instants plus tard à l'hôpital de zone de Savalou. La fuite du minibus a permis de découvrir qu'il transportait 56 sacs de jute imbibés d'huile rouge. 56 sacs. Cependant, à l'ouverture des sacs, en lieu et place de l'huile rouge, il a été découvert des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Au décompte, ce minibus transportait 70 000 cartouches de calibre 12, 70 000 cartouches de calibre 12. Tout porte à croire que le marquage des sacs à l'huile rouge est destiné à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité. Le seul rescapé de l'accident dit répondre au nom de Kankalala Aziz, de nationalité togolaise, il réside à Aledjo, au Togo. De ses premières déclarations, il ressort qu'il a l'habitude d'aider le conducteur du minibus, également de nationalité togolaise, à décharger ses marchandises. Cette fois-ci, il aurait été sollicité la veille aux environs de 20 h à Aoro, village situé sur l'axe routier Bassila-Banté, pour aider à décharger la cargaison à Gouka et à Passi, dans la commune de Banté. Il précise qu'au moment où il prenait place à bord du véhicule, il s'y trouvait déjà 2 individus, plus le conducteur. Mis au courant de ces événements, j'ai fait ouvrir une enquête en vue d'établir l'origine précise de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, le ou les destinataires, leur motivation réelle, ainsi que l'usage auquel la cargaison est destinée. Les officiers chargés de cette enquête sont à pied d'œuvre et je garde un contact permanent avec eux. Je rappelle que ces faits interviennent dans un contexte où plusieurs actes de violence, d'attaque et d'agression ont été planifiés pour empêcher l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Certains de ces actes ont malheureusement été mis à exécution et ont engendré de nombreux blessés graves au sein des forces de défense et de sécurité de notre pays, dont certains ont été atteints par des balles de calibre 12 et des armes de guerre dans les localités de Banté, Gouka, Akpassi, Savé, Papané, Tchaourou, Parakou, pour ne citer que celle-là. Il faut rappeler qu'au terme de l'article 161 de notre code pénal, constitue l'infraction prévue aux articles 162 et 163 ci-après, qui, de par sa nature ou son contexte, dans le but d'intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques, sociales de la nation. L'article 162 du même code précise constitue aux conditions prévues à l'article 161 ci-dessus un acte de terrorisme, l'atteinte volontaire à la sécurité intérieure et ou extérieure de l'État, l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, la mise au point
la fabrication, le transport et la mise en circulation, et nous avons souligné, ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs, de munitions, de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide de telles substances. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Les nouvelles africaines et internationales. Au Tchad, le conseil militaire au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno a nommé dimanche 2 mai un gouvernement de transition, a annoncé à la télévision d'État le porte-parole de l'armée. Le CNT a annoncé par ailleurs la levée du couvre-feu. Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président qui a pris la tête d'un conseil militaire de transition, a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État avec la création d'un nouveau ministère de la réconciliation nationale. Enfin, le couvre-feu est levé au Tchad. L'annonce a été faite ce dimanche par le conseil militaire de transition dans un communiqué. Il affirme que la situation sécuritaire permet de lever la mesure. Elle était en vigueur depuis l'annonce de la mort du président Idriss Déby Itno. On peut donc désormais sortir après 20 heures à N'Djamena et dans le pays. En Birmanie, 3 mois après le putsch, un important groupe rebelle dans l'est du pays a appelé dimanche 2 mai les auteurs ou les autres factions insurgées à unifier leurs rangs afin sinon face à la junte. Jamais ne s'est présenté une telle opportunité de combattre la dictature militaire au cours de plus de 70 ans de révolution, a déclaré un général de l'Union nationale Karen, KNU, forte de plusieurs milliers d'hommes. Dans une lettre ouverte, le chef d'état-major adjoint de la branche armée de l'Union nationale Karen demande à tous les combattants de l'ethnie Karen d'unifier leurs rangs pour qu'elle soit leur affiliation politique. En France, une semaine après les écoles, les collégiens et lycéens français font leur retour en présidentiel en demi-jauge lundi, sauf pour les élèves de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par la pandémie du Covid-19. Ce retour dans les classes et la levée des restrictions de déplacement actent le début notamment du déconfinement. Les débuts du déconfinement, 4 étapes voulues par Emmanuel Macron, le déconfinement s'amorce alors que le pays connaît une décrue des entrées à l'hôpital et admissions en service de réanimation avec une baisse respective de 13% et 18% ces 7 derniers jours par rapport à la semaine précédente. C'est déjà la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Mais gardez votre position d'écoute puisqu'à partir de 13h30, nous serons de retour sur cette émission, notamment réaction à l'actualité pour vous permettre de réagir à tout ce que vous venez d'entendre dans cette édition du Journal Parlé de Diaspora FM.